Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, et je viens de regarder ma propre famille détruire la seule chose que j'avais construite pour leur échapper. Avant de vous parler des menottes, des procès, et du moment où mes parents ont réalisé qu'ils avaient tout perdu, je veux savoir qui est à mes côtés pour cette aventure. Dites-moi de quelle ville ou état vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Tout a commencé par le genre d'appel téléphonique qui tranche un sommeil profond comme une lame de rasoir. Mon téléphone vibrait contre la table de nuit. Un son strident et perçant dans le silence de mon Penthouse du centre-ville. J'ai plissé les yeux vers l'écran, les yeux brûlants. 2h14 du matin. Le nom sur l'afficheur m'a fait tomber l'estomac plus bas que l'ascenseur de cet immeuble n'aurait jamais pu le faire. Arthur Sterling. Arthur n'était pas seulement un voisin de ma propriété de vacances à Laguna Beach. C'était un juge à la retraite de la Cour suprême, un homme qui valorisait le silence et l'ordre plus que l'oxygène. Il n'appelait pas pour bavarder. Il appelait pour prononcer une sentence. J'ai glissé le doigt vers la droite, la voix pâteuse de sommeil. Arthur, tout va bien? Thomas. Sa voix était sèche, précise et totalement dépourvue de chaleur. Ta maison est un zoo. En fait, c'est une insulte pour les zoos. Les zoos ont des gardiens. Ta propriété a actuellement une émeute. Je me suis assis, les draps s'accumulant autour de ma taille. Quoi? C'est impossible. La maison est vide. Je suis en ville. Elle n'est certainement pas vide, a répondu Arthur. Je viens de voir une Lamborghini Verlim sauter le trottoir et décapiter mes rosiers primés. Il y a des gens sur ton toit, Thomas. Et à moins que mes prothèses auditives ne fonctionnent mal, quelqu'un diffuse de la musique rap avec des basses si fortes qu'elles font vibrer mes fenêtres. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes. Je ne la loue pas. Personne ne devrait être là. Eh bien, tu as 30 minutes pour résoudre ça, a dit Arthur, son ton final. Après ça, j'appelle le SWAT. Et tu sais que j'ai le numéro en composition abrégée. La ligne est devenue silencieuse. Je suis sorti du lit en catastrophe, l'adrénaline inondant mon système, chassant la fatigue. J'ai attrapé mon iPad sur le bureau et j'ai tapé sur l'icône de l'application de sécurité avec des doigts tremblants. Le cercle de chargement a tourné une seconde, la plus longue seconde de ma vie, puis le flux vidéo est apparu. J'ai arrêté de respirer. Mon sanctuaire, mon évasion, l'endroit où j'avais versé chaque once de mon sang, de ma sueur et de mon salaire au cours des 5 dernières années. Il avait disparu. À sa place se trouvait une scène d'un mauvais clip vidéo. La pelouse de devant, habituellement entretenue à la perfection, était un parking de voitures de luxe. Des Ferrari, des Porsche, des G-Wagon garés n'importe comment sur l'herbe. Le flux de la caméra du salon m'a donné la nausée. Il y avait au moins 50 personnes entassées dans l'espace. Du vin rouge, mon vin rouge, était aspergé comme de l'eau. Un type que je ne reconnaissais pas utilisait mon canapé en cuir italien sur mesure comme un trampoline, ses baskets boueuses s'enfonçant dans le tissu blanc. Qui sont ces gens? Ai-je murmuré dans la pièce vide. Puis j'ai balayé vers la caméra du patio. Et la rage n'est pas seulement montée, elle a explosé. Assis à la tête de ma table à manger extérieure en teck, ressemblant à des rois tenant leur cour, se trouvaient Jerry et Linda Vance. Mes parents. Ils n'essayaient pas d'arrêter le chaos. Ils l'alimentaient. Mon père tenait un cigare, la cendre tombant directement sur la terrasse, et riait de quelque chose qu'une jeune fille en bikini disait. Ma mère portait un peignoir en soie. J'ai zoomé, ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas n'importe quel peignoir. C'était le kimono en soie en édition limitée qu'un client m'avait rapporté de Kyoto. C'était une pièce de collection et elle le portait par-dessus ses vêtements, renversant du champagne sur le devant. Mais la pièce maîtresse de ce cauchemar se tenait au bord de la piscine à débordement. Caleb, mon jeune frère, l'enfant prodige. Il tenait un micro, criant quelque chose à la foule, gesticulant sauvagement. Il avait l'air ivre, grisé par le pouvoir, et complètement dans son élément. J'ai augmenté le volume de l'iPad. Le son crépitait, lourd de basse, mais la voix de Caleb a percé. Bienvenue à la Villa Vance, a crié Caleb. Mes parents m'ont offert ça pour avoir conclu ma première grosse affaire. Buvez. C'est la maison qui régale. J'ai fixé l'écran, figé. Sa villa, son affaire. Caleb n'avait jamais conclu d'affaire de sa vie. Il avait 26 ans, était au chômage et vivait toujours dans le sous-sol de mes parents parce qu'il se cherchait. Puis,
À travers le micro de la caméra, j'ai entendu la voix de ma mère. Elle criait par-dessus la musique à mon père. La fidélité était étonnamment claire. Regarde-le, Jerry. Il est si heureux. Il le mérite. Thomas va péter un câble quand il verra la facture. Mon père a répondu en criant, gloussant. Ma mère a fait un geste de la main dédaigneux, faisant tomber un verre en cristal de la table. Il s'est brisé, mais elle n'a même pas baissé les yeux. Oh, laisse Thomas se plaindre. Il a plein d'argent. Il n'a pas besoin de tout cet espace de toute façon. Il n'est jamais là. C'est égoïste de sa part de le garder fermé alors que Caleb a besoin d'un lieu pour réseauter. Égoïste. Le mot a résonné dans mon pantouse vide. J'ai vu un étranger vomir dans la piscine. J'ai vu mon frère porter un toast à son propre succès imaginaire avec une bouteille de pinot noir millésimé que je gardais pour le jour de mon mariage, si jamais j'en avais un. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'iPad. Un calme froid et terrifiant m'a envahi. Ce n'était pas juste une fête. C'était une déclaration de guerre. Il ne faisait pas que s'introduire chez moi. Il cannibalisait ma vie, dépouillant des parties de mon succès pour nourrir l'ego de Caleb, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, ils avaient commis une erreur fatale. Ils l'ont fait devant la caméra et ils l'ont fait dans une propriété détenue par une SARL, pas par une fiducie familiale. Je suis allé au placard et j'ai enfilé un sweat à capuche et un jean. Je n'ai pas fait de sac. Je ne resterai pas. J'ai attrapé mes clés, le lourd porte-clés de ma Panamera. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Caleb essayait maintenant de faire le moonwalk sur le bord du jacuzzi. Profite en tant que ça dure, Caleb, ai-je dit doucement. J'ai composé le 911 en entrant dans l'ascenseur. 911, quelle est votre urgence? Je voudrais signaler une effraction en cours au 4400 Cliffside Drive. Plusieurs intrus, des dommages matériels importants, et je crois qu'ils sont armés. Je n'étais pas sûr pour les armes, mais je savais que mon père portait généralement un pistolet dans sa boîte à gants. Et avec cette foule, je ne prenais aucun risque. Je voulais que la police soit là rapidement. Êtes-vous dans la maison, monsieur? Non, ai-je dit, les portes de l'ascenseur s'ouvrant sur le garage. Mais je suis en route. Et dites aux officiers de se dépêcher. Le propriétaire arrive et il n'est pas content. J'ai raccroché, je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Le pot d'échappement a rugi, résonnant contre les murs de béton. On aurait dit une bête qui se réveille. J'avais 2 heures de route devant moi, largement le temps de me souvenir exactement pourquoi je devais détruire ma famille pour me sauver. L'Interstate 5 Sud était un ruban d'obscurité, ponctué uniquement par les traînées rouges des feux arrière. Je me suis inséré sur l'autoroute, le compteur de vitesse grimpant. 130, 145. Le volant en cuir était froid sous ma poigne. Ou peut-être que c'était juste mes mains qui perdaient leur circulation. Chaque kilomètre me rapprochant de Laguna Beach me donnait l'impression de remonter le temps. Vous devez comprendre que la scène sur cet iPad n'était pas une erreur ponctuelle. C'était le point culminant d'une tragédie de 30 ans. Dans la maison des Vance, il y avait 2 rôles attribués à la naissance, et immuables, Caleb était la star, j'étais le machiniste. Mes parents, Jerry et Linda, n'étaient pas riches. Papa vendait des assurances, maman était réceptionniste à temps partiel. Mais ils avaient un goût pour la grande vie que leur compte en banque ne pouvait pas supporter. Quand je suis né, ils étaient trop occupés à joindre les 2 bouts. J'ai été élevé par des babysités et la télévision. Mais quand Caleb est arrivé 8 ans plus tard, le monde s'est arrêté. Caleb était mignon. Caleb avait du charisme. Caleb allait être celui qui les sauverait, celui qui les rendrait célèbres ou riches ou comblerait le vide qu'ils essayaient de remplir. Je me souviens du jour où j'ai reçu ma lettre d'admission à l'architecture de Stanford. J'avais eu 2 boulots au lycée, retournant des hamburgers et tondant des pelouses juste pour payer les cours de soutien en maths dont j'avais besoin. J'ai couru dans la cuisine, agitant l'enveloppe. Maman, papa, j'ai été accepté. Maman n'a même pas levé les yeux de la brochure qu'elle lisait. C'est bien, Thomas. Fais moins de bruit, Caleb fait la sieste. Mais c'est Stanford, ai-je insisté, ressentant ce besoin désespéré d'approbation qui agit comme un poison dans vos veines. Je dois envoyer la compte avant vendredi. Le fonds pour les études, il est prêt? Ils se sont figés. Papa a échangé un regard avec maman.
Un regard que j'allais apprendre à reconnaître comme le signe universel de « nous avons floué Thomas ». À ce sujet, a dit papa en s'éclaircissant la gorge, nous avons dû y puiser. Puiser. J'ai senti le sang quitter mon visage. Combien? Caleb avait besoin d'un appareil dentaire, a dit maman sur la défensive. Et puis il y avait ce stage de théâtre à Los Angeles. C'était une opportunité énorme pour lui, Thomas. Un agent devait être là. Vous avez dépensé tout mon fonds d'études pour un stage de théâtre? Ma voix s'est brisée. Cet argent était l'héritage de grand-mère pour l'éducation. Ne sois pas égoïste, a claqué papa. Nous sommes une famille. Nous investissons là où il y a du potentiel. Caleb a un don. Toi. Tu es intelligent. Tu te débrouilleras. Tu peux prendre des prêts ou travailler. Et c'était tout. Le scénario était écrit. J'ai eu 3 emplois pendant mes études. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et une montagne de dettes. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant que Caleb postait des photos de sa nouvelle motocross, achetée avec l'argent que j'envoyais à la maison pour aider avec les factures. Le compteur a atteint 150. J'ai relâché l'accélérateur, me forçant à respirer. Le vrai problème, ce n'était pas l'argent. C'était le manque de respect. Peu importe à quel point je grimpais, je n'étais jamais assez bien. J'ai lancé mon propre cabinet à 28 ans. À 30 ans, je concevais des paysages pour des milliardaires de la tech. À 32 ans, j'ai acheté la maison de Laguna. Je ne l'ai pas achetée pour faire la fête. Je l'ai achetée pour le silence. J'en ai conçu chaque centimètre. La façon dont la lumière frappait les sols en travertin le matin, les espèces spécifiques de succulentes résistantes à la sécheresse dans le jardin. C'était mon article. C'était la manifestation physique de l'ordre et du contrôle que je n'avais jamais eu en grandissant. Mes parents la détestaient. C'est trop froid, avait dit maman la seule fois où je les avais invités à dîner. Elle s'était essuyé les doigts gras sur les serviettes en lin. Pas chaleureux, sans âme. Pourquoi ne laisses-tu pas Caleb décorer, avait suggéré papa en regardant autour de lui avec un air méprisant. Il a l'œil pour les tendances. Il pourrait rendre cet endroit branché. Caleb, à l'époque, essayait de devenir DJ. Son œil pour les tendances impliquait des néons et des tapis à poils longs. Non, avais-je dit fermement. C'est ma maison, mes règles. C'était la première fois que je voyais la haine dans leurs yeux. Une haine réelle. Parce que j'avais quelque chose qu'ils voulaient et que je ne le leur donnais pas. Ils ont commencé à m'appeler Picsou. Ils ont dit à toute la famille que j'amassais ma fortune pendant que mon frère luttait. La lutte de Caleb consistait à décider quelle paire de baskets à $300 acheter avec l'argent de poche que maman lui glissait de son compte de retraite. L'année dernière a été le point de rupture. J'étais en lice pour une promotion massive, associé du cabinet. J'avais un dîner avec les associés principaux. C'était crucial. 10 minutes avant le dîner, mon téléphone a sonné. C'était maman, en sanglots. C'est Caleb. Il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Ai-je demandé en boutonnant mes manchettes, vérifiant mon reflet. J'avais l'air calme, mais mon estomac était noué. Il y a eu un malentendu dans un club. Agression, Thomas. Ils ont fixé la caution à $10 000. Nous ne les avons pas, je suis sur le point d'entrer dans la réunion la plus importante de ma vie, maman. S'il te plaît. Il ne peut pas passer la nuit là-bas. Il est fragile. Il n'est pas comme toi. Il ne peut pas supporter les choses difficiles. Il n'est pas comme toi. Signifiant, tu es une bête de somme, il est un poney de concours. Tu souffres pour qu'il puisse briller. Je ne peux pas le faire, maman. Si tu n'envoies pas l'argent, a-t-elle sifflé, sa voix baissant d'une octave, ne nous appelle plus jamais, espèce de sale gosse ingrat, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. J'ai raccroché. Je suis allé au dîner. J'ai eu la promotion. Mais à 2 heures du matin cette nuit-là, la culpabilité me rongeant comme un rat, j'ai viré l'argent à l'avocat. Je l'ai de nouveau fait sortir de prison. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Un SMS de Caleb le lendemain, il était temps. La bouffe là-bas était dégueulasse. Pas de merci. Pas d'excuses. C'est ce jour-là que j'ai arrêté d'envoyer des chèques. J'ai configuré une boucle dans mon logiciel financier pour rejeter automatiquement leurs demandes. Je leur ai dit que j'avais des problèmes de trésorerie.
Ils ne m'ont pas cru. Ils savaient que j'avais la maison. Ils savaient que j'avais la voiture. Et ça les rongeait. J'ai vu le panneau pour Laguna Canyon Road. J'ai mis mon clignotant. Ce soir n'était pas juste une fête. C'était leur vengeance. Ils me punissaient d'avoir coupé les vivres. Ils me montraient que les limites n'étaient que des lignes dans le sable et qu'ils étaient la marée. J'ai pensé à la bataille pour la garde des enfants que traversait mon associé. Il m'a dit un jour, Thomas, la seule façon de gagner contre des gens irrationnels est d'être la personne la plus rationnelle de la pièce. Tu as besoin de documents. Tu as besoin de levier. Tu dois être froid. J'ai tapoté le volant. Froid. Je pouvais être froid. J'ai vérifié l'heure sur le tableau de bord. 3h45, la police devrait arriver bientôt. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Sarah, mon assistante personnelle. Je la payais le triple pour être disponible en cas d'urgence, mais je l'utilisais rarement. Ce soir, je lui avais envoyé un SMS en courant vers la voiture. J'ai les dossiers. La voix de Sarah est sortie des haut-parleurs Bluetooth. Elle avait l'air bien réveillée. J'ai sorti l'acte de propriété, les documents de création de la SARL et la police d'assurance. J'ai aussi trouvé le fil de discussion de Noël dernier où tu as explicitement dit à ton père par écrit que personne n'est autorisé à la maison de la plage sans ta présence. Tu es une sauveuse, Sarah. Il y a autre chose. Elle a hésité. J'ai fait une recherche rapide sur les réseaux sociaux de Caleb. Il ne fait pas que faire la fête, Thomas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a créé une page Eventbrite. La fête du manoir doré. Il a vendu des billets. L'entrée générale était à $200. L'accès VIP à la chambre principale, ta chambre, était à $500. J'ai failli percuter la glissière de sécurité. Il a vendu des billets pour ma maison. Il a gagné environ $15 000 ce soir. Tout va sur un compte PayPal lié à Linda Vance. Ma mère. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas juste Caleb qui faisait l'idiot. C'était une entreprise commerciale orchestrée. Mes parents blanchissaient leur envie en argent liquide. Ils prostituaient mon sanctuaire à des étrangers. Imprime tout, ai-je dit, ma voix sonnant comme du gravier. Envoie-le par email à l'officier Martinez de la police de Laguna. Je t'enverrai son contact par SMS. Et Sarah? Oui. Découvre si Arthur Sterling est réveillé. Dis-lui que je suis à 10 minutes et dis-lui d'apporter sa canne. Il voudra peut-être assister à ça. J'ai raccroché et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur a grogné. Un son bas et menaçant qui correspondait à la vibration dans ma poitrine. Il voulait jouer à la maison. Très bien. Je rentrais à la maison, et j'apportais une boule de démolition. J'ai senti la fête avant de la voir. Tourner sur Cliffside Drive apportait habituellement l'odeur salée et propre de l'océan Pacifique mélangée au jasmin. Ce soir, l'air était épais de l'odeur âcre de caoutchouc brûlé, de marijuana bon marché et de bière éventée. Le cul-de-sac calme et exclusif ressemblait aux séquelles d'une émeute. Mes phares ont balayé le chaos. Il y avait un G-Wagon noir mat garé en diagonale en travers de mon allée, bloquant l'accès. Une Ferrari rouge était sur le trottoir, deux de ses roues écrasant un arroseur qui crachait maintenant un geyser d'eau en l'air, trempant l'intérieur en cuir de la voiture parce qu'ils avaient laissé le toit ouvert. Mais c'est le bruit qui m'a le plus frappé. La basse n'était pas seulement forte, elle était physique. Elle cognait contre les portières de la voiture. Un battement de cœur implacable et irrespectueux. J'ai garé la Panamera derrière le G-Wagon, le bloquant efficacement. J'ai coupé le moteur pendant un moment. Je suis juste resté assis là. J'ai regardé la maison, mon chef-d'œuvre moderne de verre et d'acier, brillant comme une lanterne dans la nuit. Des ombres dansaient à chaque fenêtre. Des corps, des centaines d'entre eux. J'ai vu une silhouette sortir en titubant de la porte d'entrée et vomir dans ma jardinière de rares érables japonais. J'ai ouvert la portière de la voiture et je suis sorti. La brise fraîche de l'océan m'a frappé le visage, contrastant avec la chaleur de ma colère. J'ai marché vers le portail d'entrée, mes bottes craquant sur du verre brisé. Une bouteille de Grey Goose brisée gisait dans le caniveau. Un type en gilet de sécurité, un gilet qui disait « Équipe de l'événement Vance », s'est mis devant moi. Il avait l'air d'avoir 20 ans, un tatouage sur le cou et des yeux qui ne pouvaient pas se concentrer. « Oula, attends, mon pote », a-t-il bredouillé en tendant la main. Événement privé.
Détenteur de billets seulement ou tu as un pass VIP. J'ai regardé sa main, puis son visage. Dégage de mon chemin, Hilary. Écoute, le dur à cuire. À moins que tu ne sois sur la liste, tu n'entres pas. Caleb a dit pas de naze. J'ai laissé échapper un petit rire sec et sans humour. Dis-moi, combien Caleb te paie? 50 $ et boissons gratuites, a ricané le gamin. Eh bien, tu ferais mieux d'espérer que ces boissons valaient une accusation de crime pour complicité de cambriolage, ai-je dit en le dépassant. Et il m'a attrapé l'épaule. Je me suis retourné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé avec le genre de regard que je réserve aux entrepreneurs incompétents qui essaient de faire des économies sur les murs porteurs. Je m'appelle Thomas Vance. Je suis le propriétaire de cette propriété. La police est à 3 minutes. Si ta main est encore sur moi dans 2 secondes, j'ajouterai l'agression à la liste des charges que je porterai contre toi personnellement. Les yeux du gamin se sont écarquillés. Il a lâché ma main comme s'il s'était brûlé. Je ne savais pas, ai-je ordonné. Maintenant. Il n'a pas discuté. Il s'est retourné et a sprinté dans la rue, abandonnant son poste. J'ai remonté l'allée. La destruction était pire de près. La porte d'entrée en acajou sur mesure était calée ouverte avec une statue. Pas juste une pierre, une statue. Un buste en bronze d'Aristote que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères en Grèce. Il gisait sur le côté, éraflant le bois. Je suis entré dans le hall. La chaleur m'a frappé en premier. Le système de CVC était clairement submergé par le nombre de corps. Ça sentait la sueur et le désespoir. Le couloir principal était un parcours du combattant de l'irrespect. Une fille en talons essayait de graver ses initiales dans le mur de plâtre avec une clé. Un couple s'embrassait agressivement contre mon piano à queue. J'ai traversé la foule comme un fantôme. Personne ne m'a remarqué. J'étais plus âgé que la plupart d'entre eux, habillés simplement d'un sweat à capuche, invisibles dans leur monde de paillettes et de bruit. J'ai atteint le salon principal. Là, sur le mur, se trouvait mon tableau préféré, un original abstrait que j'avais mis 3 ans à retrouver. Quelqu'un y avait dessiné une moustache avec un charpie. J'ai senti une veine sur mon front palpiter. L'envie de commencer à frapper était écrasante. Je voulais attraper ces intrus par leur col de créateur et les jeter par les fenêtres. Mais je me suis arrêté. Montrer, ne pas dire. J'avais besoin qu'ils me montrent tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. J'ai balayé la pièce. J'ai capturé des visages. J'ai capturé le type qui sniffait des lignes de poudre blanche sur mon îlot de cuisine, directement sur le marbre de Carrare non scellé. Cette tâche ne partirait jamais. Puis j'ai vu les portes-fenêtres. Elles étaient grandes ouvertes. Je suis sorti sur la terrasse. L'air frais de la nuit m'a semblé une gifle. Les lumières de la piscine changeaient de couleur, violet, vert, rouge. Et ils étaient là, le trio toxique. Mes parents tenaient leur cours à la grande table extérieure. Ils avaient rapproché mes lampes chauffantes, créant un petit nid douillet de corruption. Linda, ma mère, versait du vin à un groupe de jeunes femmes qui avaient l'air de s'ennuyer. Elle rayonnait. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais jamais vue à aucune de mes remises de diplôme. Oui, eh bien, disait maman en gesticulant largement avec une cigarette à la main, nous avons dit à Thomas d'acheter cet endroit. Il était hésitant, vous savez, il a tellement peur du risque. Mais nous l'avons poussé. Nous avons dit que la famille avait besoin d'un lieu de retraite. Et vraiment, sans nos conseils, il vivrait probablement dans une boîte à chaussures. Je suis resté dans l'ombre, enregistrant. Totalement, a dit l'une des filles en mâchant du chewing-gum. Alors, Jean, Thomas est là. Oh, mon Dieu, non, est intervenu mon père. Il portait un fedora. Pourquoi portait-il un fedora? Thomas est un ennui. Tout travail, pas de plaisir. Il est probablement en train de dormir en ville, enlaçant ses tableurs. Nous sommes les amusants. Caleb est incroyable, cependant, a dit la fille. Cette fête est géniale. Caleb est un visionnaire, a convenu maman en hochant la tête solennellement. Il a juste besoin de la bonne plateforme. Cette maison, c'est vraiment sa scène. Nous pensons en fait lui transférer l'acte de propriété, pour des raisons fiscales. Mon sang s'est glacé. Transférer l'acte de propriété. Ils étaient fous.
Ils étaient réellement assez délirants pour penser qu'ils pouvaient voler une maison comme une barre de chocolat. Puis la musique s'est coupée. Le silence soudain était assourdissant. Un grognement collectif s'est élevé de la foule. « Yo, qu'est-il arrivé au rythme ?» a crié quelqu'un. J'ai regardé vers la cabine de DJ extérieure. Caleb tapotait furieusement la table de mixage. Je suis sorti de l'ombre. Je me suis dirigé vers le panneau électrique principal sur le mur extérieur. Je venais de couper le disjoncteur principal du circuit extérieur. La fête est finie, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence soudain, elle apportait. Les têtes se sont tournées. La foule s'est écartée. Caleb a levé les yeux, plissant les yeux contre les lumières de la piscine. Il m'a vu. Pendant une seconde, il a ressemblé à un cerf pris dans les phares. Puis le masque est revenu. L'arrogance est revenue. Thomas, a-t-il crié en ouvrant grand les bras comme s'il m'accueillait chez lui. Mon frère, tu es venu. J'avais dit à tout le monde que tu étais trop coincé pour venir. Mais regarde-toi, élégamment en retard. Il a sauté de la cabine de DJ et s'est pavané vers moi. Il portait un costume en lin blanc. Il était taché de vin. Fais sortir tout le monde, ai-je dit, la voix basse. Détends-toi, mec, a ri Caleb en me tapant la main sur l'épaule. J'ai tressailli, la repoussant violemment. Il a reculé, feignant d'être blessé. Oula, de l'hostilité. Calme-toi. On ne fait que chauffer l'endroit pour toi. Tu as vendu des billets, ai-je dit. Le sourire de Caleb a vacillé. Un droit d'entrée, tu sais, pour payer le nettoyage. Je suis responsable comme ça. Tu as vendu des billets pour ma chambre, Caleb. L'offre et la demande, mon frère. Le capitalisme. Tu aimes le capitalisme, n'est-ce pas, Thomas? J'ai regardé au-delà de Caleb. Mes parents étaient debout. Papa avait l'air agacé, comme si j'avais interrompu son émission de télévision préférée. Maman avait l'air coupable, resserrant le peignoir en soie autour d'elle. Thomas, ne fais pas de scène, a sifflé maman en s'approchant. Ce sont les amis de Caleb. Des gens importants. Des influenceurs. Des influenceurs? J'ai montré du doigt le type évanoui dans les buissons. C'est un influenceur? Maman, regarde cet endroit. Regarde ce que vous avez fait. Ce ne sont que des choses, Thomas, a-t-elle lancé. Des objets matériels. Tu te soucies plus de tes précieux sols que du bonheur de ton propre frère. Il est enfin en train de réseauter. Il est enfin heureux. Il commet un crime, ai-je dit. Et vous aussi. Oh, arrête avec ton jargon d'avocat, a grogné papa en s'avançant. Il a essayé d'avoir l'air imposant, mais il ressemblait juste à un vieil homme avec un chapeau ridicule. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois. Je vous dois. Je me suis rapproché de lui. J'étais plus grand que lui maintenant. J'ai remboursé l'hypothèque de votre maison en Ohio. J'ai payé pour ton opération du genou, papa. J'ai payé la caution de Caleb 3 fois. Je ne vous dois absolument rien. Tu vois. Papa s'est tourné vers la foule, jouant pour le public. C'est ce que l'argent fait aux gens. Il les rend froids. Il leur fait oublier d'où ils viennent. Quelques personnes ont hué. M'ont hué, dans ma propre maison. Caleb a souri. Il sentait la foule de son côté. Dégage d'ici, Thomas. Tu gâches l'ambiance. Retourne en ville. On nettoiera demain matin. Oui, a ajouté maman. Rentre chez toi, Thomas. On discutera de ton attitude plus tard. Je les ai regardés, vraiment regardés. J'ai vu le sentiment de droit gravé dans chaque ride. Ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'appréciaient même pas. Ils me regardaient et voyaient un distributeur de billets ambulant qui avait mal fonctionné. Et à ce moment-là, le dernier fil d'obligation que je ressentais la culpabilité, le devoir, le désir de plaire a cédé. Il ne s'est pas rompu avec un bruit sec. Il s'est rompu avec un murmure. J'ai vérifié ma montre. 3h58, je ne vais nulle part, ai-je dit, la voix calme. Mais vous, si. Des sirènes. D'abord un hurlement lointain, puis deux, puis un chœur.
des gyrophares bleus et rouges ont clignoté contre les murs du canyon, rebondissant sur la piscine à débordement, transformant l'eau en une lumière stroboscopique d'autorité. La foule s'est figée. « Tu as appelé les flics ?» a demandé Caleb, sa voix se brisant. Il avait de nouveau l'air d'avoir 12 ans. « Sur ta propre famille. »« Non », ai-je dit en sortant mon téléphone et en lui montrant l'écran où l'officier Martinez venait d'envoyer un SMS. « Nous sommes au portail. J'ai appelé les flics pour des intrus, et je suis sur le point de porter plainte. » Le son des sirènes a un effet magique sur les faux amis. Dès que la première voiture de police a crissé des pneus en s'arrêtant au bas de l'allée, les influenceurs se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière de la cuisine. Les gens sautaient par-dessus les haies, escaladaient la clôture du voisin, abandonnant leurs verres à moitié finis, dans certains cas, leurs chaussures. Mais le trio toxique ne pouvait pas s'enfuir. Ils étaient piégés sous les projecteurs de leur propre création. Le visage de Caleb est passé de l'arrogance à une pâleur blanche en 3 secondes. « Tu dois leur dire que c'est un malentendu » a-t-il balbutié, reculant jusqu'à heurter le bord de la cabine de DJ. « Thomas, sérieusement, j'ai un casier. Si je me fais arrêter pour ça, c'est une violation de ma probation. »« Je sais, » ai-je dit. Je n'ai pas bougé. Je me tenais comme une statue au centre du chaos. « Tu ne peux pas faire ça » a crié maman. Elle s'est précipitée sur moi, m'agrippant le bras avec des doigts crochus. « C'est ton frère. C'est ta chair et ton sang. Dis-leur de partir. »« Lâche-moi » ai-je dit en la secouant. « Jerry, fais quelque chose » a-t-elle hurlé à mon père. Papa s'est avancé, bombant le torse. Il a ajusté son fedora comme pour essayer d'invoquer une certaine autorité. « Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Tu vas aller là-bas et dire à ces officiers que nous avons la permission d'être ici. Tu vas leur dire que c'est une réunion de famille. »« Mais je ne vous ai pas donné la permission, » ai-je répondu. « Tu l'as sous-entendu » a crié papa. « En ayant cette maison et en ne l'utilisant pas. C'est un péché de gaspiller les ressources. Nous ne faisons que maximiser l'utilité. » Maximiser l'utilité ? J'ai montré la porte vitrée brisée. C'est ça, maximiser l'utilité ? Sniffer de la coque sur mon îlot de cuisine, c'est maximiser l'utilité ? Tu es dramatique, a craché maman. On peut réparer une porte, mais tu ne peux pas réparer un casier judiciaire. Veux-tu détruire la vie de ton frère ? Je ne la détruis pas, ai-je dit en regardant les lumières de la police danser sur son visage furieux. Je refuse juste de la sauver cette fois. Des bruits de bottes lourdes ont martelé le pavé. Des voix ont crié, « Police, ne bougez pas !» L'officier Martinez est entré sur la terrasse. C'était un homme imposant, aux larges épaules, avec un visage qui avait vu tous les mensonges qu'un criminel pouvait inventer. Je l'avais rencontré quelques fois lors des réunions de l'association des propriétaires. Il me connaissait. « Monsieur Vance ?» a demandé Martinez en me regardant. Puis il a regardé la foule. « Nous avons eu plusieurs plaintes pour tapage, des rapports de dommages matériels et de stationnement illégal. Et Arthur Sterling dit qu'il y a une émeute. » Officier, s'est avancé papa avant que je puisse parler. Il a pris sa meilleure voix de vieil homme innocent. « Officier, Dieu merci, vous êtes là. Il y a eu un terrible malentendu. Mon fils, ici, il m'a montré du doigt, fait une sorte de crise de nerfs. Il nous a invités à une fête et maintenant il essaie de mettre tout le monde dehors parce qu'il a eu une saute d'humeur. » Je l'ai regardé fixement. L'audace était à couper le souffle. Martinez a regardé papa, puis moi. « Est-ce vrai, monsieur Vance ? » « Non, » ai-je dit clairement. « Je ne les ai pas invités. J'étais en ville. J'ai été alerté par mon système de sécurité. Ces personnes sont entrées par effraction. Ils ont forcé la serrure, je l'ai en vidéo. Ils ont endommagé ma propriété et ils vendent des billets pour des événements non autorisés chez moi. »« Menteur !» a crié maman. Elle a même tapé du pied. « Nous sommes ses parents. Nous avons des droits. »« Avez-vous une clé, madame ?» a demandé calmement Martinez. « Eh bien, non » a-t-elle balbutié. « Mais nous avons quelque chose de mieux » a interrompu papa. Il a fouillé dans la poche de sa veste. Un sourire suffisant et triomphant s'est étalé sur son visage. C'était le sourire d'un joueur qui pense avoir un as dans sa manche. « Nous avons un contrat » a annoncé papa. J'ai froncé les sourcils.
Un contrat. Papa a sorti un morceau de papier. Il était froissé, taché de vin rouge, et semblait avoir été arraché d'un cahier à spirale. Il l'a tendu à l'officier Martinez. Lisez-le, a dit papa en croisant les bras. Notre fils nous a donné les pleins droits de gestion de cette propriété le mois dernier. Indéfiniment. Nous sommes les propriétaires bailleurs en exercice. Donc, techniquement, c'est lui qui s'introduit dans notre événement. Caleb s'est redressé. Il était manifestement au courant de ce plan. Ouais, exactement. Échec et mat, mon frère. Je me suis approché de Martinez. Puis-je? Martinez a tenu le papier pour que je puisse le voir. Il était écrit à la main, à l'encre bleue. Je, Thomas Vance, accorde par la présente à Jerry et Linda Vance un accès et une autorité complets sur la propriété située au 4400 Cliffside Drive. Ils peuvent l'utiliser pour des événements, comme résidence et à des fins commerciales, comme ils l'entendent. Signé, Thomas Vance. Date, 15 octobre. Il y avait une signature en bas. Elle ressemblait vaguement à la mienne. Mon sang ne s'est pas mis à bouillir. Il s'est glacé. Ils n'avaient pas seulement fait une effraction. Ils avaient planifié ça. Ils s'étaient assis et avaient falsifié un document pour me voler ma maison sous mon nez. C'est daté du 15 octobre, ai-je dit en regardant papa. C'est exact, a souri papa. Tu te souviens, on a déjeuné. Tu l'as signé. Tu as dit que tu étais trop occupé pour gérer l'endroit. Officier, ai-je dit en me tournant vers Martinez, le 15 octobre, j'étais à Londres. Je présentais au sommet mondial de l'architecture. Le sourire de papa a vacillé. Non, non, tu n'y étais pas, j'ai mon passeport dans ma voiture, ai-je continué, ma voix gagnant en force. J'ai les registres de vol. J'ai les reçus d'hôtel. Et plus important encore, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ça. J'ai de nouveau ouvert l'application de sécurité. Je suis allé dans l'historique du cloud. J'avais cherché des mots-clés plus tôt en attendant les flics. Mon système de sécurité enregistre l'audio, ai-je expliqué à Martinez, et il conserve les archives pendant 30 jours. J'ai appuyé sur lecture sur un clip d'il y a 2 jours. Le son était net. C'était la voix de papa. Signe-le, Linda. Il ne vérifie jamais son courrier. Si les flics viennent un jour, on leur montre ça. Ça les embrouillera assez pour nous éviter la prison pour la nuit. Le temps qu'ils prennent un avocat, on aura gagné assez d'argent avec les fêtes pour le combattre. Puis la voix de maman fait la signature plus bouclée. Il fait ce grand T, le silence sur la terrasse était absolu. Le seul son était le fracas lointain des vagues. L'officier Martinez a levé les yeux du téléphone. Il a regardé papa. Le regard patient avait disparu. Falsification, a demandé Martinez en haussant un sourcil. Et tentative de faire un faux rapport. La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson sur un quai. La couleur a quitté son visage, le laissant d'un gris maladif. C'était une blague, a murmuré papa. Une farce. Menotez-les, a dit Martinez à ses adjoints. Au moment où le métal a cliqué, la réalité a brisé leur illusion. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé maman alors qu'une adjointe la retournait. Je suis une vieille femme. J'ai une sciatique. C'est de la maltraitance de personnes âgées. Vous avez le droit de garder le silence, a récité l'adjointe, peu impressionnée par le kimono de soie. Thomas, a crié maman en tournant la tête pour me regarder. Ses yeux étaient grands, terrifiés et furieux. Dis-leur d'arrêter. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas les laisser nous emmener en prison comme de vulgaires criminels. Je suis resté là, les mains dans les poches de mon sweat à capuche. J'ai regardé les personnes qui étaient censées me protéger, les personnes qui étaient censées être mon filet de sécurité, être maîtrisées parce qu'elles avaient essayé de me voler. Je ne vous ai pas rendu criminel, maman, ai-je dit doucement. Vous l'avez fait vous-même. Je te déteste, a-t-elle craché. J'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Espèce de bâtard avare et sans cœur. Les mots auraient dû faire mal. Il y a 10 ans, ils m'auraient détruit. Mais ce soir, ils ont juste rebondi. C'était une confirmation. Je ne perdais pas des parents. Je perdais des parasites. Et puis il y avait Caleb. Il ne se battait pas. Il pleurait. Des sanglots bruyants et convulsifs.
Thomas, s'il te plaît, a-t-il bredouillé alors que Martinez serrait les attaches en plastique autour de ses poignets. Je ne peux pas y retourner. Les gars à l'intérieur, ils ont dit que si je viole ma probation, je fais les 3 ans complets. Thomas, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je nettoierai la piscine. Je tondrai la pelouse. Dis-leur juste que je suis un locataire. Dis que je paie un loyer. Il avait l'air si petit. L'enfant prodige réduit à un mendiant. Tu as eu ta chance, Caleb, ai-je dit en m'approchant de lui. Tu as eu 1 millier de chances. J'ai payé tes études, tu as abandonné. J'ai payé ton appartement, tu l'as saccagé. Je t'ai trouvé un travail avec mon entrepreneur, tu as volé des outils. Je suis désolé, a-t-il gémi. Je vais changer, je le jure. Non, tu ne le feras pas, ai-je dit. Parce que tu n'as jamais eu à faire face à une conséquence de ta vie. Maman et papa sont toujours intervenus. Je suis toujours intervenu. J'ai regardé l'officier Martinez. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? Nous avons les preuves vidéo, le document falsifié et le témoignage du voisin, a hoché la tête Martinez. Nous accusons Caleb de cambriolage, d'intrusion et de violation de probation. Vos parents risquent des accusations de fraude, de falsification et de complicité de cambriolage. Ça va être une longue nuit pour eux. Bien, ai-je dit. Ils ont commencé à les escorter vers les voitures de police garées dans l'allée. Mon père a tenté un dernier jeu de dignité. Il s'est arrêté près de moi, me foudroyant du regard. Tu penses que tu as gagné? Tu as perdu ta famille ce soir, Thomas. Tu es un orphelin maintenant. J'espère que l'argent te tiendra chaud. C'est le cas, ai-je dit. Le système de chauffage de cette maison est excellent. Où il l'était, jusqu'à ce que tes invités cassent le thermostat. Je les ai regardés se faire pousser à l'arrière des voitures de police. Les lumières bleues et rouges se reflétaient sur leurs visages. Maman pleurant, papa fumant de rage, Caleb hyperventilant. Alors que les voitures s'éloignaient, descendant le canyon vers le poste, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la légèreté. Le poids que je portais depuis 34 ans, le poids de leurs attentes, de leurs dettes, de leurs jugements, avait disparu. Il s'en est allé à l'arrière d'une voiture de police. Je me suis retourné vers la maison. Elle était en ruine. Les sols étaient collants. Les meubles étaient lacérés. L'odeur était horrible. Mais c'était calme. C'était enfin vraiment calme. Le silence ne dura pas longtemps. Alors que les voitures de police s'éloignaient, la réalité du nettoyage m'a frappé. Je suis retourné dans le salon. On aurait dit qu'une bombe avait explosé dans une cave à vin. Mais je n'étais pas seul. Arthur Sterling se tenait dans mon hall d'entrée. Il portait une robe de chambre à carreaux et s'appuyait sur sa canne, regardant le buste d'Aristote par terre. Aristote, songea Arthur en tapotant la statue avec sa canne. Il a dit un jour, les impossibilités probables sont préférables aux possibilités improbables. Il était improbable que votre famille change un jour, Thomas. Il était impossible de continuer à les soutenir. J'ai laissé échapper un long soupir épuisé. Je suis désolé pour les roses, Arthur. J'enverrai mon équipe de paysagistes demain. Arthur a fait un geste de la main. Les roses repoussent. Les colonnes vertébrales sont plus difficiles à faire pousser. Tu en as fait pousser une ce soir, mon fils. Je suis fier de toi. Entendre cela d'un juge à la retraite, un homme que je respectais plus que mon propre père, a failli me briser. J'ai hoché la tête, incapable de parler, retenant des larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. J'ai tout vu depuis mon balcon, a poursuivi Arthur. Si tu as besoin d'un témoignage pour l'ordonnance restrictive, tu sais où j'habite. Merci, ai-je murmuré. Repose-toi, a dit Arthur en se tournant pour partir. Ou prends une serpillière. Probablement la serpillière d'abord. J'ai passé les 4 heures suivantes à faire le tri. Je ne pouvais pas tout nettoyer, mais je pouvais sécuriser. J'ai barricadé la fenêtre cassée avec du contreplaqué du garage. J'ai enfermé les objets de valeur restants dans le coffre-fort principal. J'ai jeté les tapis ruinés dehors. À 7 heures du matin, alors que le soleil commençait à se lever sur le Pacifique, peignant le ciel de rose et d'orange doux, je me suis assis au bord de la piscine.
L'eau était encore trouble à cause de ce qui y avait été jeté, mais la vue était toujours parfaite. Mon téléphone a vibré. Je m'attendais à ce que ce soit un avocat ou peut-être un agent de cautionnement mendiant de l'argent que je ne donnerais pas. C'était une notification d'Instagram. Caleb Vance a commencé une vidéo en direct. J'ai tapé dessus. Caleb était dans la cellule de détention. Il avait dû faire entrer un téléphone en douce ou peut-être n'avait-il pas encore été entièrement traité. Il avait l'air terrible. Le mascara d'une des filles avait bavé sur sa veste blanche. « Salut les gars », a chuchoté Caleb dans le téléphone, regardant nerveusement autour de lui. « Je suis en prison. Mon propre frère m'a mis ici. » Il a fait une grimace triste. Celle qu'il utilisait pour avoir un dessert supplémentaire. Thomas Vance, le grand architecte riche. Il nous a invités à une réunion de famille et puis il a pété un câble. Il a appelé les flics parce qu'on a renversé un verre. Il est instable mentalement, les gars. Il est dangereux. Nous sommes les victimes ici. S'il vous plaît, si quelqu'un peut aider avec la caution, lien dans la bio. J'ai regardé les commentaires défiler. OMG, c'est terrible. Les riches sont tellement sans cœur. Reste fort, Caleb. Puis maman a rejoint le direct. Elle n'était pas dans la même cellule, mais elle commentait depuis son compte, Linda Vance, mon fils nous a abandonnés. Il a agressé son père. Nous sommes terrifiés. Nous avons besoin d'un bon avocat. Il le faisait. Il lançait la campagne de diffamation. Ils savaient qu'ils avaient perdu la bataille juridique, alors ils essayaient de gagner le tribunal de l'opinion publique. Ils voulaient détruire ma réputation, mon entreprise, ma vie. J'ai fixé l'écran. Une personne normale aurait paniqué. Une personne normale les aurait appelés et les aurait suppliés d'arrêter. Mais je n'étais plus normal. J'étais libre. J'ai fait une capture d'écran du direct. Puis j'ai ouvert ma galerie de photos. J'ai sélectionné la vidéo de papa expliquant la falsification. J'ai sélectionné la vidéo de maman riant du vol de l'acte de propriété. J'ai sélectionné le clip de Caleb vendant des billets pour ma chambre. J'ai ouvert mes propres réseaux sociaux. J'avais un nombre modeste d'abonnés, principalement des clients et d'autres architectes, mais je savais comment fonctionnait Internet. La vérité est inflammable. J'ai rédigé un post. Titre, La vérité sur la nuit dernière. Légende, ma famille dit que je les ai abandonnés. Voici les images de sécurité d'eux entrant par effraction chez moi, falsifiant ma signature et vendant des billets à des étrangers. Décidez qui est la victime. Mon doigt a plané au-dessus du bouton, publier. Si je faisais ça, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était l'option nucléaire. Cela les humilierait publiquement. Cela garantirait qu'ils ne pourraient plus jamais escroquer un autre parent. J'ai regardé le lever du soleil. J'ai pensé au fond d'études. J'ai pensé aux insultes. J'ai pensé au contrat que papa avait falsifié. J'ai appuyé sur « Publier ». Que le jeu commence, ai-je dit à l'océan. J'ai regardé le bouton « Publier » devenir gris, signalant que mon message était en ligne. Pendant un moment, rien ne s'est passé. L'océan continuait de se déchaîner. Le soleil continuait de se lever. Mais dans le monde numérique, je venais de larguer une bombe sur l'héritage de la famille Vance. En 10 minutes, mon téléphone ne se contentait pas de vibrer. Il convulsait. Les premières notifications provenaient de mon propre cercle. Clients, collègues architectes, entrepreneurs, des gens qui me connaissaient comme le type calme et professionnel qui vérifiait obsessionnellement les spécifications. Thomas, je viens de voir la vidéo. C'est ton père? Incroyable. L'audace. Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. Besoin d'un témoin de moralité. Je suis là. Puis sont venus les commentaires sur le post lui-même. Les détectives d'Internet ont travaillé vite. Ils ont trouvé le lien vers la collecte de fonds de Caleb et l'ont signalé en masse pour fraude. Ils ont trouvé la page Facebook de maman où elle se vantait de sa maison de plage depuis des mois. Le courant de l'opinion publique n'a pas seulement tourné. Il est devenu un tsunami. À 9h du matin, la page GoFundMe a été retirée par la plateforme pour violation des conditions d'utilisation. À 10h du matin, les amis, influenceurs, de Caleb avaient supprimé toutes les photos d'eux à la fête, terrifiés d'être associés à une scène de crime.
À 11 heures du matin, mon avocat, Robert Stone, a appelé. La voix de Stone était graveleuse et calme, tout le contraire de ma famille. Je viens de parler au défenseur public assigné à votre frère et à vos parents. Ils veulent conclure un accord. Ils veulent que vous abandonniez les charges en échange d'excuses publiques. J'ai ri. C'était un son froid et creux dans la maison vide. Des excuses, Robert? Ils ont fait 200 000 $ de dégâts. Ils ont falsifié ma signature. Des excuses ne réparent pas mon marbre italien. Je sais, a dit Stone. Je leur ai dit que ce n'était pas sur la table. Alors, voici la réalité. Le procureur poursuit les accusations criminelles quoi que vous fassiez. La falsification est un crime d'État et le procureur déteste ça. Mais pour les dommages civils, nous devons parler d'actifs. Ils n'ont pas d'argent, ai-je dit. Vous le savez. Ils ont une maison en Ohio, a répondu Stone. Elle est payée, n'est-ce pas? Vous l'avez payée pour eux il y a 5 ans. Je me suis figé. La maison en Ohio. La maison où j'ai grandi. La maison où on m'a dit que je n'étais pas assez bien. La maison où Caleb était vénéré. J'avais fait un chèque de 145 000 $ pour effacer leur hypothèque en guise de remerciement lorsque j'ai eu mon premier gros bonus. Oui, ai-je dit. Elle est payée. Bien, a dit Stone, parce que je vais déposer une hypothèque légale dessus cet après-midi. S'ils ne peuvent pas payer les dommages en espèces, nous forcerons une vente. Le processus a pris 3 mois angoissants. Pendant ce temps, je ne les ai pas vus, mais je les ai sentis. Ils ont essayé de m'appeler depuis différents numéros. Ils ont envoyé des lettres, des pages et des pages de culpabilisation griffonnées. « Comment peux-tu dormir la nuit ?» a écrit maman. « Nous sommes ta chair et ton sang. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. » Je ne les ai pas ouvertes. Je les ai mises directement dans une boîte marquée « Preuve ». La confrontation finale n'a pas eu lieu dans une salle d'audience. Elle a eu lieu dans une salle de conférence de médiation dans le centre-ville de Los Angeles. C'était stérile, avec des tapis gris et des lumières fluorescentes qui bourdonnaient trop fort. J'étais assis d'un côté de la longue table en acajou avec Stone. De l'autre côté se trouvaient Jerry, Linda et Caleb. Ils avaient l'air terribles. Papa avait vieilli de 10 ans. Il ne portait pas son fedora. Il portait un costume bon marché qui ne lui allait pas, l'air petit et vaincu. Maman avait l'air hagarde, ses racines grises, ses yeux parcourant la pièce comme un animal pris au piège. Et Caleb. Caleb avait l'air brisé. Il était en liberté sous caution, qu'une tante avait garanti avec le titre de sa voiture, mais l'arrogance avait disparu. Il était assis la tête baissée, se rongeant les cuticules. Quand je suis entré, maman a laissé échapper un sanglot. Thomas, mon bébé. Madame Vance, a coupé sèchement Stone, adressé toute communication à moi. C'est mon fils, a-t-elle crié en frappant la table de sa main. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour parler à mon fils. Thomas, regarde-nous. Regarde ce que tu fais. Ton père a des palpitations cardiaques. Caleb ne peut pas trouver de travail. Nous sommes ruinés. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Pendant des années, leur colère m'avait contrôlé. Leur déception avait été ma boussole. Mais maintenant, je ne ressentais rien d'autre que de la pitié. Vous vous êtes ruinés vous-même, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé les lumières. Nous avons la facture détaillée des dommages. Stone a fait glisser un épais classeur sur la table. Dommages structurels au patio. Remplacement de l'unité de CVC sur mesure. Restauration du marbre de Carrare. Remplacement de la collection de 20 millésimés. Frais de justice. Mise à niveau de la sécurité. Total, 428 000 $. Papa a pris le classeur. Ses mains tremblaient. Nous n'avons pas ce genre d'argent, Thomas. Tu le sais. Nous le savons, a dit Stone. C'est pourquoi nous avons préparé les documents pour la liquidation de votre résidence principale en Ohio. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur. Notre maison, a murmuré maman. Tu veux prendre notre maison. Ce n'est pas votre maison, ai-je dit, la voix stable. C'est un actif. Et c'est le seul actif que vous avez qui couvre la dette que vous me devez. Je t'ai élevé dans cette maison, a hurlé maman.
Je t'ai baigné dans cet évier. J'ai cuisiné tes repas dans cette cuisine. Comment oses-tu? Et tu as falsifié ma signature pour voler ma maison, ai-je rétorqué en me penchant en avant. Tu as essayé de prendre la seule chose qui était à moi. Tu voulais la donner à Caleb. Eh bien, maintenant Caleb vous a coûté votre maison. C'est poétique, n'est-ce pas? Caleb a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Tom, s'il te plaît. Je risque 3 ans. Si on perd la maison, où iront maman et papa? Ils sont vieux. Peut-être qu'ils peuvent rester avec toi, ai-je suggéré. Oh, attends. Tu vis toujours dans leur sous-sol. Eh bien, je suppose que vous devrez tous trouver une solution ensemble. Tu es l'enfant prodige, Caleb. N'est-ce pas le moment de briller? N'est-ce pas le moment de soutenir la famille comme je le fais depuis une décennie? Caleb s'est recroquevillé dans sa chaise. Nous connaissions tous la réponse. Caleb ne pouvait pas s'occuper d'un hamster, encore moins de 2 adultes âgés. Signez les papiers, a dit Stone. Ou nous allons au procès. Et si nous allons au procès, Thomas demandera la peine maximale pour les accusations de fraude. Pour l'instant, si vous cédez la maison et couvrez les dommages, il est prêt à plaider la clémence sur le plan pénal pour vous deux. Pas pour Caleb. Caleb est seul. Mais pour vous, Jerry et Linda. C'était le dernier coin. Je leur ai offert une bouée de sauvetage, mais seulement s'ils sacrifiaient leur confort. Papa a regardé maman. Ils ont communiqué par un regard silencieux de désespoir. Ils ont réalisé que leur loyauté aveugle envers Caleb leur avait finalement tout coûté. Nous signons, accro à ses papas. Jerry, non. Maman a attrapé son bras. Nous devons le faire, Linda, a claqué papa, sa voix se brisant. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'avocat. Et il a raison. Papa m'a regardé. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, seulement de la peur. Il nous a battus. Ils ont signé les papiers. Le grattement du stylo sur le papier était le son le plus fort du monde. C'était le son d'un cordon qu'on coupe. Alors qu'il se levait pour partir, maman s'est arrêtée à la porte. Elle ne m'a pas regardé en arrière. Elle a regardé le mur. Tu as ton argent, Thomas, a-t-elle dit amèrement. Mais tu n'as pas de mère. Ne viens pas à mon enterrement. Je ne viendrai pas, ai-je dit. Je t'ai déjà pleuré. Je t'ai pleuré le jour où j'ai réalisé que tu aimais plus mon portefeuille que tu ne m'aimais. Ils sont sortis. Caleb a essayé de les suivre, mais papa l'a repoussé. Prends ton propre moyen de transport, a marmonné papa à son fils préféré. Tu en as assez fait. Je les ai regardés se fracturer dans le couloir. Le trio toxique s'était dissous. Je me suis rassise sur la chaise et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis que j'avais 8 ans. 6 mois plus tard, le soleil se couchait sur le Pacifique, transformant l'océan en une plaque de cuivre martelé. J'étais assis sur la terrasse de la maison de Laguna, les pieds posés sur la balustrade fraîchement réparée. La maison était différente maintenant. Je l'avais changée. J'ai arraché l'îlot de marbre qui avait été taché et je l'ai remplacé par un granit sombre et chaleureux. J'ai changé les meubles. J'ai même repeint les murs. J'avais besoin d'exorciser les fantômes de cette nuit-là. J'avais besoin de m'assurer que lorsque j'entrais, je ne voyais pas le chaos de la fête. Je ne voyais que mon propre design. L'air était rempli de l'odeur de steak grillé. Saignant, c'est ça? Je me suis retourné. Arthur Sterling était aux commandes du grill. Le juge à la retraite était devenu une figure incontournable de ma vie. Nous dînions ensemble une fois par semaine. Il ne me demandait pas d'argent. Il ne me demandait pas de faveur. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il me posait des questions sur l'architecture. Il me racontait des histoires de son temps au tribunal. Y a-t-il une autre façon de le manger? J'ai souri en prenant une gorgée de thé glacé. Bien vu. Arthur a hoché la tête. Mon téléphone était posé sur la table. Il était silencieux. J'avais changé de numéro le lendemain du règlement. J'ai bloqué tous les parents qui avaient pris le parti de mes parents. Mon cercle s'était considérablement rétréci, mais la qualité avait grimpé en flèche. Je savais ce qui leur était arrivé. Les petites villes parlent et l'information voyage. La maison en Ohio s'est vendue rapidement.
Le produit de la vente a payé les réparations de ma villa, les frais de justice, et le reste est allé à la banque. Mes parents se sont retrouvés avec presque rien. Ils ont emménagé dans un appartement d'une chambre dans un quartier difficile. Papa a dû retourner travailler à 70 ans, accueillant les clients dans une quincaillerie. Maman travaillait apparemment dans un centre d'appel. Et Caleb. La justice est rarement parfaite, mais parfois elle rime. Caleb n'a pas eu les 3 ans de prison, mais il n'est pas parti libre non plus. En raison de son casier antérieur et de l'ampleur des dommages, le juge, un collègue d'Arthur, bien qu'Arthur jure ne pas avoir tiré les ficelles, lui a donné une peine mixte, 6 mois de prison de comté, suivi de 3 ans de probation stricte et 500 heures de travaux d'intérêt général. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, Caleb effectuait ses heures de travaux d'intérêt général en nettoyant les déchets sur les plages publiques de Santa Monica. Je suis passé par là une fois il y a quelques semaines. J'ai vu un type en gilet orange piquer des emballages de bonbons avec un bâton. Il ressemblait à Caleb, coup de soleil, misérable, ramassant après les fêtes des autres. Je n'ai pas klaxonné. Je ne me suis pas arrêté pour me réjouir. J'ai juste continué à conduire. J'avais une réunion à laquelle je devais me rendre. Tu penses à eux, a dit Arthur en posant une assiette de steak et d'asperges devant moi. Pas vraiment, ai-je admis. Je pensais à quel point c'est calme. La paix est chère, a dit Arthur en s'asseyant. Tu en as payé le prix fort, Thomas. Mais maintenant, elle t'appartient. Entièrement et sans condition. Je pensais que la famille était tout, ai-je dit en coupant dans le steak. C'est ce que la société nous dit, n'est-ce pas? Les liens du sang sont plus forts que tout. La famille d'abord. On nous le martèle. La citation complète, a corrigé Arthur, et le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Cela signifie que les liens que vous choisissez, les soldats avec qui vous saignez, les amis en qui vous avez confiance sont plus forts que ceux dans lesquels vous êtes nés par accident. Je l'ai regardé. J'aime que tu aies construit une maison, Thomas. Arthur a fait un geste vers les murs de verre qui nous entouraient. Mais maintenant, tu construis un foyer. Un foyer, ce n'est pas une question d'adresse. C'est une question de qui tu laisses passer la porte d'entrée. Tu as enfin installé une serrure sur ta vie. Il avait raison. Pendant des années, j'avais été une porte ouverte. Je l'ai laissé entrer avec des chaussures boueuses, salir mon âme, et manger ma nourriture tout en se plaignant du service. Je pensais que si je donnais plus, si j'avais plus de succès, il finirait par me respecter. Mais on ne peut pas acheter le respect de personnes qui profitent de votre insécurité. On ne peut pas trouver l'amour dans un puits qui a été empoisonné. J'ai regardé l'océan. La première étoile apparaissait dans le ciel qui s'assombrissait. Je n'étais pas seul. C'était la surprise. Je pensais que les coupés de ma vie laisseraient un trou dans mon cœur. Au lieu de cela, cela a permis à la blessure de se refermer enfin. J'avais Sarah, mon assistante, qui était plus loyale que n'importe quelle sœur. J'avais Arthur, un mentor qui était plus un père que Jerry ne l'avait jamais été. J'avais mon travail, et surtout, je m'avais moi-même. J'ai levé mon verre à Arthur. À l'Alliance. Arthur a fait teinter son verre contre le mien. À l'Alliance. Le steak était parfait. Le vin était bon marché, j'ai arrêté d'acheter les grands crus pendant un moment, mais il avait meilleur goût que la bouteille à $300 que Caleb avait aspergée sur le sol. Un goût de liberté. Cela nous amène à la fin de mon voyage, mais j'espère que c'est le début du vôtre si vous êtes coincé dans une ombre similaire. En y repensant, la partie la plus difficile n'a pas été d'appeler la police. Ce n'était pas le procès. C'était de surmonter le conditionnement qui me disait que j'étais une mauvaise personne de dire non. On nous enseigne que les limites sont égoïstes. Mais cette histoire est la preuve que les limites sont le seul moyen de survivre à un sentiment de droit toxique. Mes parents ne m'ont pas volé parce qu'ils étaient pauvres. Ils m'ont volé parce qu'ils ne me respectaient pas. L'abus financier est réel et il se cache souvent derrière le masque de l'obligation familiale. Si vous êtes celui qui donne toujours, qui sauve toujours et qui s'excuse toujours pour son succès, arrêtez. Demandez-vous, si j'arrêtais de payer, appellerait-il encore? Si la réponse est non, vous n'avez pas une famille. Vous avez des otages. Vous avez le droit à votre propre travail. Vous avez le droit à votre propre paix. Et vous avez le droit de fermer la porte, de changer les serrures et de ne jamais regarder en arrière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à revivre,
mais lire vos commentaires a été la meilleure thérapie que j'aurais pu demander. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la leçon que vous retenez de cette histoire? S'agit-il des limites financières? S'agit-il de la dynamique de l'enfant prodige? Ou est-ce simplement le courage de s'en aller? Veuillez laisser un commentaire avec votre plus grand enseignement ou tapez simplement le mot « bien » si vous pensez que cette histoire portait une leçon précieuse. Restez fort, construisez votre propre alliance et protégez votre paix à tout prix.